Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une, dans l'actualité nationale, le Premier ministre en visite officielle à La Havane, en Cuba. Et enfin, dans l'actualité internationale, Libye, les inondations, catastrophes à Derna, avec des milliers de morts et des disparus. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, le Premier ministre de la République, M. Abdelkader Kamel Mohamed, effectue une visite officielle en République de Cuba du lundi 11 jusqu'au samedi 16 septembre. Lors de sa visite, le Premier ministre de la République de Djibouti, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a eu un entretien en tête-à-tête hier avec son homologue cubain, M. Manuel Marrero, à qui il a adressé un message du chef de l'État, son Excellence Ismaël Merguela, à son homologue cubain, M. Mirtel Diaz-Canel. Au cours de cet entretien, les deux responsables ont salué l'excellence des relations bilatérales et historiques entre la République de Djibouti et la République de Cuba et ont passé en revue plusieurs sujets de coopération existants entre les deux pays. Ont été abordés lors de cette entrevue la coopération bilatérale en matière de santé, de sport et des questions d'ordre régional et international. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed en a profité pour saluer la coopération fructueuse qui a porté ses fruits. Il a également retiré la demande du ministère de la Santé de Djibouti relative à la mise à disposition par le gouvernement de Cuba des médecins urgentistes tels qu'exprimé lors de la visite du ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, l'an dernier. De son côté, le Premier ministre de Cuba a souligné que cette visite officielle est de très haut niveau, était très attendue depuis 2022 et se réjouit de la réalisation de cette visite qui intervient 3 jours avant l'ouverture des travaux du sommet du groupe 77, la Chine, prévu le 15 au 16 septembre 2023 et dont la République de Djibouti est membre à part entière. Les discussions ont aussi porté sur des sujets d'ordre international. Les deux responsables ont mis en évidence la convergence des points de vue sur un large éventail de questions d'ordre régional et international. S'agissant de l'émergence du pays du Sud Globe, les deux responsables ont convenu que l'Afrique commence à jouer un rôle important dans le niveau géopolitique international en s'inspirant du modèle de développement cubain. Le Premier ministre a également souligné que l'Afrique est le continent de l'avenir et s'apprête à faire valoir sa voix et ses intérêts dans un monde en mutation géopolitique qui devient de plus en plus multipolaire. Durant sa visite officielle à Cuba, le Premier ministre était accompagné d'une délégation composée de l'ambassadeur de Djibouti à Cuba, M. Nasser Ouzbo, du chef de cabinet Ali Silay, du sous-directeur des relations bilatérales du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Retour à Djibouti où le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, a reçu aujourd'hui une délégation parlementaire de la République fédérale de la Somalie. L'audience a vu la participation de l'honorable députée, en l'occurrence Mme Safia El-Medjibril, premier vice-présidente Mme Nim Abdelhan, chef de délégation de la section djiboutienne, et de M. Seleban Daher, membre du bureau de l'Assemblée nationale, du directeur de cabinet de l'hémicycle. La délégation parlementaire somalienne était conduite par l'honorable Maroua Abdirachid Hagi, vice-présidente de la commission des ressources, qui est candidate à la présidence de l'Union interparlementaire. Lors des élections prévues du 212 session du conseil directeur de Luanda, Mme Maroua Abdirachid a rappelé les liens de fraternité entre les deux peuples de Djibouti et de la Somalie qui ont un partage, une même langue, une même culture, ces traditions ancestrales identiques. Cette entrevue fut également l'occasion pour la candidate somalienne de solliciter le soutien et l'appui du Parlement djiboutien et particulièrement de son président Dileta Mohamed Dileta. Prenant la parole à son tour, le président Dileta a raffermi toute l'amitié et les relations séculaires existantes entre peuples djiboutiens et somaliens. Par ailleurs, enfin diplomate, le président Dileta Mohamed Dileta s'est dit disposé à renforcer davantage les relations de coopération entre les institutions parlementaires des deux nations sœurs. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi que la République de Djibouti exprime sa compassion et sa solidarité avec l'État frère de la Libye suite aux inondations massives provoquées par la tempête Daniel qui a balayé l'est du pays, faisant de nombreuses victimes et blessés ainsi que de lourdes pertes matérielles. La République de Djibouti adresse ses sincères condoléances aux familles proches des victimes et le peuple libyen, frère, souhaitant un prompt rétablissement à toutes les personnes blessées à la suite de cette catastrophe naturelle. Eh bien, selon un responsable de la santé, le bilan des inondations dans la ville de Derna s'élève à 5100 morts.
Au moins 30 000 personnes ont été déplacées à Derna, a indiqué mardi l'Organisation internationale pour les migrations, après les inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel, qui ont fait des milliers de morts et des disparus dans cette ville côtière libyenne, selon les autorités. Compte tenu de l'accès difficile de cette ville de 100 000 habitants dans l'est de la Libye, les incertitudes demeurent encore sur les nombres exacts de victimes de la catastrophe. Des routes coupées, des éboulements de terrain, des inondations ont empêché les secours d'atteindre rapidement la population qui a dû se débrouiller par des moyens rudimentaires pour récupérer des corps enterrés par des dizaines dans des fosses communes, selon des images diffusées sur les réseaux sociaux. L'Organisation internationale pour l'immigration a fait état de plus de 30 000 déplacés à Derna ainsi que 3 000 à Al-Beida et plus de 2 000 à Benghazi, d'autres villes situées à plus à l'ouest. L'Organisation internationale pour l'immigration a expliqué que Derna n'était plus accessible par 2 entrées au sud sur 7 habituellement. Selon elle, des pannes d'électricité généralisées et des perturbations des réseaux ainsi que des télécommunications limitent les communications. Tragédie sans précédent, inondation catastrophique à Derna avec des milliers de morts et de disparus. Retour à Djibouti où l'hôtel de Sheraton a abrité ce matin une importante cérémonie de signature de mémorandum d'entente entre la société civile et les partenaires institutionnels. Financé par l'agence américaine USAID exécutée par Kaizen Company, l'objectif du projet est de renforcer la capacité des organisations de la société civile à mieux collaborer avec les autorités locales. Ce projet de soutien à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local de Djibouti, financé par le gouvernement américain par l'intermédiaire de l'USAID, est d'un montant de 10 millions de dollars sur 4 ans et qui a débuté en novembre 2021. Rappelons que cet objectif du projet est de renforcer les partenariats entre les responsables des conseils régionaux et les communautés locales, tout en appuyant les organisations de la société civile à atteindre l'espace civique et la capacité organisationnelle nécessaire pour fonctionner efficacement. Écoutons à présent la secrétaire générale adjointe de l'UNFD. Une importance capitale pour nos départements car ils incarnent l'engagement solide et durable en faveur du développement local, mais aussi de l'implication active de la société civile dans ce processus essentiel. Djibouti, comme vous le savez, est une terre de diversité, de richesse culturelle qui, pour réaliser pleinement son potentiel, où il est impératif que toutes les parties prenantes et les acteurs y travaillent de concert. Nos partenaires sur ce projet ont joué un rôle crucial dans la promotion du développement local en apportant leur expertise et leurs ressources et enfin leur soutien. La formalisation de ces mémorandums d'entente aujourd'hui renforce cette collaboration et l'engagement commun envers la société civile. L'Union nationale des femmes djiboutiennes, pionnière des structures associatives à Djibouti, décret officiellement ONG d'utilité publique en 2018, a pour mission, depuis sa création, d'affirmer la place et le rôle des femmes dans la société. Elle s'investit en collaboration avec des différents partenaires dans le domaine de l'éducation, de la santé et de lutte contre les violences basées sur le genre. L'Union nationale des femmes djiboutiennes s'est engagée également à assurer une meilleure représentative sur l'ensemble du territoire. Mesdames et messieurs, toutefois, la lutte contre les violences basées sur le genre ou la lutte contre les violences faites aux femmes, l'UNFD a pris tant au niveau étatique, d'associatif, des initiatives, telles que la création d'une cellule d'écoute, d'information et d'orientation en 2007 au sein de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'adoption d'une loi relative à l'aide judiciaire. Dans son discours, la ministre de la Femme a rappelé l'importance de ce projet. Voici ses propos. Le ministère de la Femme et de la Famille vise à donc aider à la promotion de la gouvernance locale pour la protection de la femme. Il vient également de renforcer la prévention et la réponse
de la prise en charge de la protection de l'enfant en améliorant le rôle majeur des acteurs de la société civile engagés dans la lutte contre les violences basées sur le genre au niveau local. Ce projet s'intègre dans différentes stratégies du ministère de la Femme pour développer les actions au niveau des régions avec le contexte local et adapté aux besoins régionaux. Mesdames et messieurs, il faut constater que ce programme doit viser à renforcer nos actions en priorisant la coopération et la collaboration, en mettant l'accent sur l'utilité d'avoir une société civile aux normes, formée et capable d'exécuter les objectifs qui sont mis en place par le gouvernement. Si on revient pour la question de la violence basée sur le genre, c'est un problème mondial qui touche toutes nos communautés, quel que soit le niveau de développement. À Djibouti, comme dans de nombreux autres pays, les femmes sont souvent les premières victimes de ces formes de violence, ce qui affecte donc leur santé, leur bien-être, leur autonomie et leur participation à la vie économique et politique. Grâce à la volonté du président de la République, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, notre pays est résolument engagé dans la lutte contre ces violences. Ces dernières années, nous enregistrons des avancées notables, mais la tâche reste toujours importante. Dans son discours, le ministre de la décentralisation a indiqué que l'objectif du projet est de renforcer la capacité des organisations de la société civile, mais aussi à mieux collaborer avec les autorités locales. Écoutons son discours. Un grand plaisir que j'ai saisi l'occasion qui m'est offerte en ces jours du 13 septembre 2023 pour co-présider avec le représentant de l'USAID et ma collègue la signature de l'accord d'entente entre la compagnie Quinzaine et le ministère délégué chargé de la décentralisation dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local. Ce projet est d'autant plus captivant qu'il est en phase avec le plan national de développement Djibouti ici, qui s'intègre dans la stratégie d'avenir définie par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, à travers le cadre de la vision 2035. Le projet met l'accent sur l'inclusion sociale, la participation citoyenne et la réforme institutionnelle pour une meilleure gouvernance. Il constitue de ce fait un soutien au processus de la décentralisation en cours. Mesdames et messieurs, un mémorandum d'entente a été établi entre le ministère délégué de la décentralisation et la compagnie Quinzaine. Ce document préserve la compréhension mutuelle et renforce l'engagement des deux parties à travailler ensemble et à collaborer sur le résultat grâce au renforcement de partenariats avec le ministère délégué chargé de la décentralisation pour le renforcement en capacité technique et matérielle des 5 conseils régionaux. À travers ce mémorandum d'entente, je tiens à souligner l'importance que revêt cette étroite et fructueuse collaboration qui, je suis persuadé, se poursuivra dans l'avenir. Direction le sud du pays où le siège du conseil régional de la ville d'Aska a abrité une réunion de vulgarisation du plan régional de développement. Ce rassemblement a été organisé à l'initiative du président de l'instance régionale de la décentralisation, M. Charmaki Hassan Alaleh, et de l'ensemble des élus locaux. La réunion a vu la participation du préfet de la région, Abdelmalik Bonoïta, du ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Oussam Diriye, originaire de la région, des représentants des habitants de la région dans l'hémicycle, le député Abdi Khair Beuh, Abdou Siki Edri, Elmi Mahabbe Ouaïs et Filsan Abdillahi Miguel. L'objectif consiste à la présentation du plan de développement régional quinquennal pour la période 2021-2025 aux membres du gouvernement et des députés de l'Assemblée issus de cette région du sud-est du pays. Un exemplaire du document complétant et contenant le plan de développement régional a été remis à tous les participants avant le lancement des conversations de cette réunion. Le représentant des pouvoirs publics dans la région a salué l'organisation d'un tel événement qui représente une importance capitale pour le futur de la région. L'institution de la préfecture compte travailler en étroite collaboration avec le conseil régional dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets de développement. Le préfet Abdelmalik Mohamed Bonoïta a lancé l'égard des élus locaux et à l'égard des élus locaux, nos missions restant
différents, mais nous travaillons tous ensemble pour l'intérêt de la population. Pour réaliser les projets de développement à mise au point, il faut mobiliser les fonds nécessaires à leur réalisation, a-t-il martelé le préfet de la région, M. Abdelmalik Mohamed Benoïta. De son côté, le président du conseil régional a rappelé que la présentation du plan de développement régional quinquennal est un document essentiel qui guide la région vers un meilleur avenir. Il a été élaboré, a-t-il rappelé, avec soin, en tenant compte des besoins et aspirations de la population, a-t-il fait savoir. À cet effet, auparavant, pour élaborer le plan, des consultations sur les aspirations de la population ont été menées dans les sous-préfectures de Holhol et Ali Adé, ainsi que dans le chef-lieu de la ville d'Ali Sabieh. Notre plan de développement, a-t-il rappelé, régional ne peut être une réussite sans l'appui des ministres, des députés et des élus locaux, a-t-il martelé dans son intervention. On reste toujours à Ali Sabieh où, cette fois-ci, le Diwan Al-Zaka a procédé à Ali Sabieh à la distribution de la première tranche des cotisations de parrainage des orphelins de la ville. Au total, 80 orphelins ont été parrainés par le Diwan Al-Zaka avec ses soutiens des partenaires au niveau national. Accompagnés de leurs responsables parents, ils ont reçu la première tranche de leur parrainage. Cette cérémonie de parrainage était présidée par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, en présence du président du conseil régional d'Ali Sabieh, M. Shermaken Hass Alale, des représentants de la direction du Diwan Al-Zaka. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi la Commission nationale des droits de l'homme qui a organisé une importante réunion en vue de redynamiser la plateforme des organisations de la société civile travaillant dans le domaine des droits de l'homme. Cette réunion a été saluée par les organisations de la société civile qui voient un moyen de renforcer leurs actions en faveur des droits de l'homme. À l'ordre du jour de cette journée de travail, les discussions ont porté sur les besoins de la société civile en matière de renforcement des capacités sur les droits de l'homme. Il est prévu qu'au cours de la deuxième réunion prévue en décembre, un plan de travail soit élaboré. Ces réunions de travail entre la Commission nationale des droits de l'homme et les organisations de la société civile sont prévues par la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission nationale des droits de l'homme, notamment par l'article 10 qui dispose que la Commission favorise la concertation avec les associations et institutions non gouvernementales de protection et de promotion des droits de l'homme. La Commission a à cet effet créé une plateforme de la société civile réunissant les principales associations travaillant dans le cadre de la protection et de la promotion des droits de l'homme. Après les discours introductifs, notamment du président de la Commission nationale des droits de l'homme et du président de la plateforme de la société civile, les différents protagonistes ont pu assister à des présentations faites par les commissions nationales des droits de l'homme. Des droits de l'homme en vue de permettre une bonne redynamisation de cette société civile importante pour épauler la Commission nationale des droits de l'homme dans la promotion, de la sensibilisation et à améliorer la question de droits humains. De son côté, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a rappelé la nécessité de voir une société civile pleinement engagée en faveur des droits de l'homme. La Commission, a-t-il rappelé, s'est dit prête à appuyer la société civile en matière de sensibilisation, de formation et des plaidoyers en faveur des droits des personnes, notamment celles des personnes vulnérables. Écoutons-le. Le partenariat entre la Commission nationale des droits de l'homme et les acteurs de la société civile est un élément crucial pour la promotion, la protection et le respect des droits de l'homme dans notre pays. Cette plateforme doit être redynamisée. Nous devons se concerter pour développer une nouvelle stratégie
trouver les voies et moyens d'agir efficacement et de promouvoir des projets utiles à la société qui permettront de sensibiliser l'ensemble des acteurs de la société, chacun dans son domaine, que ce soit sur les thèmes des droits des enfants, que ce soit les thèmes du respect des droits des femmes, les personnes vulnérables et autres thèmes relatifs au développement d'une société harmonieuse. On retourne au sud où la grande salle du conseil régional du Kila a abrité une réunion cruciale avec les services déconcentrés de la région dans le but de discuter de l'implantation d'arbres dans la ville de l'Unité. Présidée par le préfet de la région, Hassan Abdulroble, cette réunion historique a réuni une multitude d'acteurs clés, tous unis par une noble cause, la plantation massive d'arbres. Parmi les participants se trouve le président du conseil régional par intérim, Ibrahim Gourou Abdallah, les élus locaux, les responsables des services déconcentrés de la région, les représentants des structures associatives locales ainsi que les autorités militaires et coutumières. L'annonce phare de cette réunion, une prochaine campagne de plantation d'arbres qui s'étendra non seulement dans la capitale, mais aussi dans les 5 régions de l'intérieur, ainsi que dans chaque localité de ces régions. Cette initiative émane de notre gouvernement, démontre ainsi son engagement envers la préservation de notre environnement. Les arbres ainsi que les équipements nécessaires à leur protection seront fournis par le ministère de la Culture, de l'Eau, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques. L'objectif principal de cette réunion était de mettre en place des stratégies de mobilisation, de sélectionner les emplacements dynamiques pour l'implantation et surtout de développer des plans pour assurer la pérennité de ces arbres, faisant ainsi de Dikil la région la plus verte du pays. Ces projets ambitieux nécessitent la mobilisation de la participation active et l'engagement de tous les citoyens. Dans leur discours passionnés, les intervenants se sont unanimement engagés à soutenir cette noble cause. Un plan d'action concret sera établi pour concrétiser cette vision en plantant des arbres non seulement dans le chef-lieu, mais également dans toutes les localités de la région de Dikil. Fait divers pour clore l'actualité nationale. 8 restaurants et 3 boutiques ont été réduites en cendres suite à un incendie qui s'est déclaré hier soir vers minuit dans la commune de Balbala, dans le secteur de PK12. Arrivés sur le lieu de l'incendie, les sapeurs-pompiers ont tout de suite maîtrisé les flammes. Mais malgré l'intervention des sapeurs-pompiers, 8 restaurants et les 3 boutiques détruites ont disparu rapidement sous les flammes du fait de l'addition de leur construction en planches, bois et qui soufflait très vent au moment des drames. Une enquête a été ouverte plutôt par les autorités dans le but de déterminer l'origine du sinistre qui reste pour l'instant non élucidé. Je ne pleure pas pour l'instant de victimes humaines, mais juste des dégâts matériels. On fait encore les deux comptes pour savoir le nombre de restaurants et de boutiques qui sont détruites. On va vous informer tous les dégâts ultérieurement. Pour l'instant, on est en train d'éteindre le feu. Pour le cause, c'est à partir après qu'on va faire les recherches pour déterminer la cause de l'incendie. Et dans l'actualité internationale, au Maroc, le bilan du séisme s'alourdit. Plus de 2900 morts et au moins 5530 blessés. Le roi est au chevet des victimes. Dans les montagnes reculées de l'Atlas, c'est la course contre la montre pour retrouver des survivants. 5 jours après les plus puissants séismes jamais enregistrés au Maroc. Plus de 2900 morts et au moins 5530 blessés. Des familles entières décimées, des villages rasés, coupés du monde, où l'aide arrive par hélicoptère. Les autorités marocaines ont sollicité plusieurs pays étrangers comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Qatar, les Émirats arabes unis. 100 000 enfants sont affectés par cette catastrophe dans les régions inaccessibles. On craint de mourir de faim et de froid sans toit au-dessus de la tête. Et cela s'ajoute par la peur des répliques. Plus de 25 ont déjà secoué le Maroc depuis le 8 septembre. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a rendu visite aux blessés et donné son sang. Les autorités marocaines sont critiquées pour n'accepter qu'une aide étrangère limitée, mais elles affirment vouloir éviter un goulot d'étranglement. Des dizaines de pays et des organisations humanitaires arrivent pour aider. À Marrakech, environ 85% des maisons de la Médina historique ont été détruites, inscrites du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985. Ces joyaux touristiques est aujourd'hui une des villes sans abri. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti, bien sûr.